Un milliardaire est injustement condamné à verser 933 millions d'euros à son arrogante ex-femme jusqu'au jour où une orpheline de 7 ans révèle la vérité choquante. Avant de raconter cette histoire bouleversante de tristesse et de solitude, dites-nous d'où vous nous suivez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants. Le marteau du juge résonna dans la salle d'audience comme un coup de feu. Chaque frappe enfonçait un autre clou dans le cercueil financier de Marc Beaumont. Les paroles du juge Arnaud Lefebvre transpercèrent son âme comme du verre brisé. Monsieur Beaumont, vous êtes par la présente condamné à verser à Madame Beaumont la somme de 988 millions d'euros au titre de prestations compensatoires et de partage des biens, représentant la moitié de la fortune documentée accumulée durant vos 8 années de mariage. La salle d'audience explosa dans le chaos. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les flashs crépitaient malgré l'interdiction de photographier et les spectateurs murmuraient dans une incrédulité choquée. Hélène Rodriguez, qui avait légalement pris son nom pendant leur prétendu mariage, était assise dans la section du demandeur, vêtue d'un tailleur Armani qui valait probablement plus qu'une voiture moyenne. Ses lèvres cramoisies s'étirèrent en un sourire victorieux tandis qu'elle ajustait son collier de perles. Un geste si calculé et froid que Marc sentit son estomac se retourner. 8 ans de mariage avait-elle juré sous serment. 8 ans à construire ensemble son empire, à soutenir ses rêves, à sacrifier sa propre carrière d'infirmière pédiatrique pour devenir l'épouse parfaite d'un dirigeant d'entreprise. Le juge aux affaires familiales avait cru à chaque larme soigneusement versée, à chaque sanglot répété, à chaque histoire savamment inventée d'une femme dévouée trahie par un milliardaire sans cœur. Les mains de Marc tremblaient tandis que son avocat principal, maître Jean-Pierre Morel, un homme facturant 800 € de l'heure, lui murmurait à la hâte des arguments pour un appel. À 45 ans, Marc avait bâti sa fortune à partir de rien. Fils d'un ouvrier d'usine et d'une cantinière scolaire, il avait lancé sa première société informatique dans le garage de ses parents à 23 ans, vivant de nouilles instantanées et de détermination. Et maintenant, tout ce qu'il avait construit au fil de décennies de journées de 18 heures allait disparaître. L'entreprise technologique employant 3000 personnes, les fondations caritatives qui avaient bâti des écoles dans 12 pays, les subventions de recherche médicale qui finançaient des traitements pour des maladies infantiles, tout cela allait être arraché par une femme qui avait manipulé chaque instant de leur relation avec l'habileté d'une grande joueuse d'échecs. Monsieur le juge, dit Marc en se levant sur des jambes tremblantes, sa voix se brisant sous le désespoir, il doit y avoir une erreur. Les preuves ne concordent pas, mes enquêteurs privés ont trouvé des incohérences dans... Monsieur Beaumont, vous avez eu 3 mois pour présenter vos arguments, l'interrompit le juge Lefebvre, son visage sévère derrière ses lunettes à monture métallique. La documentation est claire et complète. Madame Beaumont a fourni certificat de mariage, relevé bancaire commun, photographie couvrant 8 années, ainsi que des témoignages d'amis et de collègues présumés. Maître Bernard Clément, l'avocat d'Hélène, un requin en costume à 3000 €, spécialisé dans les divorces à gros enjeux, se renversa dans son fauteuil de cuir avec l'expression satisfaite d'un prédateur ayant achevé sa plus belle proie. Ils avaient orchestré cette destruction avec une précision chirurgicale. Chaque document, chaque témoin, chaque mensonge soigneusement conçu menait à cet instant d'anéantissement financier. Marc sentait les murs de sa vie s'écrouler autour de lui. Sa mère, morte 2 ans plus tôt, l'avait toujours averti que sa richesse attirerait les mauvaises personnes. « L'argent change la façon dont les gens te voient, mon fils », avait-elle dit de son lit d'hôpital. « Fais attention à qui tu confies ton cœur ». Mais alors que le juge Lefebvre s'apprêtait à finaliser cette décision dévastatrice qui mettrait fin à la mission philanthropique de Marc, les lourdes portes en chêne du tribunal s'ouvrirent brutalement dans un fracas qui fit se retourner tout le monde. Une petite silhouette en robe bleue usée courut dans l'allée centrale, ses cheveux noirs volant derrière elle comme un drapeau d'espoir. La fillette ne pouvait avoir plus de 7 ans, serrant une enveloppe Kraft contre sa poitrine comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Attendez, monsieur le juge !» cria-t-elle, sa jeune voix tranchant le chaos avec une autorité surprenante. « Ils n'ont jamais été vraiment mariés. J'ai ici la preuve que tout est faux. » Les agents de sécurité du tribunal se dirigèrent immédiatement vers elle, mais quelque chose dans ses yeux désespérés et intelligents fit lever la main du juge Lefebvre dans un geste d'autorité. La salle d'audience devint totalement silencieuse, 300 personnes fixant cette interruption inattendue qui venait de transformer une procédure judiciaire routinière en un événement extraordinaire. Le cœur de Marc s'arrêta de battre pendant ce qui lui
lui sembla une éternité. Il la reconnut aussitôt. Sophie Chen, l'orpheline vivant au foyer Sainte-Marie, à seulement quelques rues de son bureau en centre-ville. Mais comment pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur son mariage avec Hélène? Et quelle preuve une enfant de 7 ans pouvait-elle avoir que ses avocats hors de prix et ses enquêteurs privés n'avaient pas trouvé? Le visage d'Hélène devint soudainement livide, son masque de confiance glissant pour la première fois depuis le début de ses audiences 3 mois plus tôt. 4 heures plus tôt, Sophie Chen, âgée de 7 ans, était assise en tailleur sur le sol poussiéreux du bureau des archives du foyer Sainte-Marie, entourée de cartons remplis de décennies de documents oubliés. La pièce sentait le vieux papier et l'encre fanée, un dépôt de vie passée et d'histoire presque effacée. Sœur Marguerite lui avait demandé d'aider à classer de vieux certificats de mariage, registres de naissance et documents légaux, une tâche que la plupart des autres enfants trouvaient terriblement ennuyeuse. Mais Sophie était différente des 23 autres enfants qui appelaient Sainte-Marie leur maison. Elle possédait un don inhabituel, voir les motifs, retenir les moindres détails que les adultes négligeaient, comprendre des systèmes complexes qui auraient dû être bien au-delà de ses 7 ans. La religieuse disait qu'elle avait une vieille âme, mais Sophie savait que la vérité était plus simple. Quand on n'a pas de parents pour vous protéger, on apprend à se protéger soi-même en prêtant attention à tout. Sophie vivait à Sainte-Marie depuis exactement 7 ans, 2 mois et 16 jours, depuis la nuit pluvieuse où un conducteur ivre avait percuté de plein fouet la Honda Civic de ses parents sur l'autoroute A7. Elle n'avait alors que 10 mois, trop jeune pour se souvenir de leur visage ou de leur voix, mais assez pour porter les dons génétiques qu'il lui avait transmis, la mémoire photographique de sa mère et l'esprit analytique de son père. Les religieuses l'avaient élevée avec un amour sincère et de la bienveillance, surtout sœur Marguerite, qui avait très tôt reconnu les talents intellectuels de Sophie et les avait soigneusement cultivés. Tandis que les autres enfants jouaient à BD avec des poupées ou des jeux vidéo, Sophie préférait aider aux tâches administratives, organiser des dossiers et apprendre comment le monde adulte fonctionnait réellement à travers son papier et ses exigences légales. Alors qu'elle triait méthodiquement des certificats de mariage datant des années 1980, quelque chose attira son regard et lui fit tordre l'estomac. Un nom familier apparut sur un certificat qui semblait étrangement faux, Marc Beaumont. Elle connaissait ce nom intimement, c'était cet homme extraordinairement généreux qui avait offert 15 ordinateurs au centre d'apprentissage de leur foyer, qui venait parfois le jeudi après-midi lire des histoires aux plus jeunes, qui se souvenaient du prénom de chaque enfant et demandaient avec un réel intérêt des nouvelles de leur scolarité. Ce certificat de mariage affirmait que Marc Beaumont avait épousé Hélène Rodriguez exactement 8 ans, 3 mois et 12 jours plus tôt à Annecy, en Haute-Savoie. Mais quelque chose dans le document frappa immédiatement Sophie comme profondément faux. La signature du notaire paraissait différente des centaines d'autres certificats qu'elle avait examinés et le sceau officiel du tribunal semblait incohérent avec ce qu'elle savait des sceaux authentiques. Sophie avait passé d'innombrables heures au cours des 3 dernières années à aider sœur Marguerite avec les papiers complexes du foyer. Elle savait à quoi ressemblaient de vrais documents légaux, leur structure, le type de papier utilisé, la manière dont les sceaux officiels étaient apposés. Ce certificat comportait des incohérences subtiles qui éveillèrent immédiatement ses soupçons entraînés. Elle sortit sa tablette, l'un des ordinateurs que M. Beaumont lui-même avait donné à leur programme technologique, et se mit à mener la recherche méthodique que sœur Marguerite lui avait enseignée pour leur projet de préservation historique. Ses petits doigts volaient sur le clavier tandis qu'elle accédait à des bases de données publiques, recoupant les informations avec l'approche systématique d'un enquêteur professionnel. Ce qu'elle découvrit au cours des 2 heures suivantes la fit pousser un cri dans la salle d'archives déserte. Le notaire mentionné sur le certificat de mariage de Marc, Henri Fleury, était mort dans un accident de voiture le 15 mars 2014, exactement 2 ans et 4 mois avant la prétendue cérémonie. Le sceau du tribunal provenait du palais de justice d'Annecy, qui avait été démoli le 8 septembre 2013, près de 3 ans avant la date à laquelle Hélène prétendait s'être mariée là-bas. Mais l'enquête de Sophie révéla quelque chose d'encore plus troublant. Hélène Rodriguez avait utilisé de multiples identités au cours de la dernière décennie, apparaissant dans les registres publics comme Hélène Martin à Marseille, Hélène Dubois à Bordeaux,
et Hélène Lefebvre à Lille. Chaque identité s'accompagnait d'une histoire fabriquée, éducation et emploi inventés, mariage précédent imaginaire, circonstances tragiques inventées. Le cœur de Sophie battait à tout rompre devant l'excitation terrible de dévoiler une conspiration si complexe qu'elle avait trompé juges, avocats et experts financiers. Hélène n'était pas seulement une femme essayant de profiter d'un homme riche, c'était une criminelle sophistiquée qui avait construit une identité entière et fausse, spécifiquement conçue pour piéger et détruire Marc Beaumont. 8 ans plus tôt, Marc était un homme bien différent de la figure brisée qui siégeait alors dans ce tribunal de Lyon. À 37 ans, il était brillant mais profondément seul, canalisant toute son énergie émotionnelle dans la construction de son empire numérique, parce que les relations personnelles lui avaient toujours semblé d'une complexité impossible. Sa richesse extraordinaire attirait les chasseurs de fortune, les opportunistes et ceux qui le voyaient comme un compte en banque ambulant, plutôt qu'un être humain avec des espoirs, des peurs et des rêves. Le succès était venu à Marc bien plus vite qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Sa première société, créée dans le garage de ses parents, avait révolutionné la sécurité des données pour les petites entreprises. À 30 ans, il valait déjà 50 millions d'euros. À 35 ans, sa fortune personnelle atteignait 400 millions. Mais à chaque étape franchie, les véritables liens humains devenaient plus insaisissables et plus précieux. C'est exactement pour cela qu'Hélène Rodriguez avait semblé être un véritable miracle lorsqu'elle entra dans sa vie lors du gala caritatif annuel de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, le 12 octobre 2016. Elle ne travaillait pas la salle comme les autres femmes qui l'abordaient habituellement dans ce genre d'événement. Elle faisait du bénévolat à la table d'inscription, belle mais discrète, vêtue d'une simple robe noire qui coûtait probablement moins cher que le vin servi. « Je n'approche pas d'ordinaire les grands donateurs », avait-elle dit avec un sourire timide qui paraissait totalement sincère, mais je voulais vous remercier personnellement pour les contributions de votre fondation à notre service pédiatrique. Les enfants de l'école primaire Jean Jaurès ont eu leur première salle informatique grâce à votre générosité, et voir leur visage s'illuminer en utilisant ces machines, eh bien, cela m'a rappelé pourquoi je suis devenue infirmière. Marc avait été immédiatement captivé par son apparente abnégation et sa passion sincère pour les enfants. Enfin, voici quelqu'un qui semblait se soucier de sa mission caritative plutôt que de son compte en banque. Au cours des mois suivants, Hélène joua son rôle à la perfection, digne d'un Oscar. Elle hésitait à accepter des cadeaux coûteux, insistait pour des dîners modestes dans de petits restaurants de quartier et parlait avec une passion apparente de son travail auprès des enfants malades à l'hôpital. Chaque détail de l'histoire élaborée d'Hélène avait été soigneusement conçu pour faire tomber les défenses psychologiques de Marc, l'ex-mari violent qui avait vidé ses économies et l'avait laissé incapable de faire confiance aux hommes riches. La mère malade à Mexico qui avait besoin de traitements contre le cancer trop coûteux pour une infirmière, la dévotion aux enfants défavorisés qui lui laissait soi-disant peu de temps pour une vie sociale ou sentimentale. Marc tomba complètement et irrémédiablement dans la fiction sophistiquée qu'Hélène avait construite autour d'elle. Elle était tout ce qu'il cherchait, intelligente, compatissante, apparemment insensible à l'influence corruptrice de l'argent et véritablement engagée à rendre le monde meilleur pour les enfants vulnérables. Quand Hélène suggéra une cérémonie de mariage privée après 6 mois de relation, je suis trop embarrassée par ma situation familiale pour une grande célébration et je ne veux pas de photographe immortalisant le moment le plus intime de notre vie. Marc accepta aussitôt. Il voulait la protéger de la honte, lui offrir la sécurité émotionnelle qu'elle affirmait n'avoir jamais connue auprès d'aucun autre homme. La cérémonie eut lieu un jeudi froid de février 2017 dans ce qu'Hélène affirmait être un petit tribunal à Annecy, une ville pittoresque à 2 heures de Lyon. Marc avait fait le trajet sous une tempête de neige, persuadé qu'il allait épouser la femme qui rendrait enfin sa vie complète et pleine de sens. L'officiant s'était montré professionnel et chaleureux, les papiers semblait parfaitement légitime et Hélène avait versé ce qui paraissait être des larmes de joie pure lorsqu'ils échangèrent leurs vœux dans une petite salle lambrissée de bois. Marc ne soupçonna pas une seule seconde que toute la cérémonie n'était qu'une mise en scène théâtrale élaborée dans un bâtiment qui n'était même plus un tribunal en activité. Pendant les 18 premiers mois de leur prétendu mariage, Hélène avait été tout ce que Marc rêvait d'avoir en une partenaire, l'épouse dévouée soutenant ses décisions d'affaires, organisant des événements
talent caritatif avec grâce et charme et semblant réellement investi dans la construction d'un avenir commun dédié à aider les autres. Mais la véritable nature d'Hélène commença à apparaître peu à peu comme un poison s'infiltrant dans les fissures d'une fondation. La douce infirmière altruiste révéla lentement un visage exigeant, matérialiste et froidement calculateur que Marc expliqua d'abord par le stress ou l'adaptation à leur nouvelle vie. Lorsqu'il comprit enfin ce qui se passait, il était trop tard. Hélène s'était déjà positionnée comme l'épouse bafouée idéale, prête à le détruire complètement et à repartir avec assez d'argent pour financer ses tromperies pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Sophie Chen, 7 ans, courait à travers les rues animées du centre-ville de Lyon avec plus de détermination que la plupart des adultes n'en montreraient jamais dans toute leur vie. L'enveloppe Kraft contenant ses preuves explosives rebondissait contre sa poitrine tandis que ses petites jambes la portaient vers le tribunal, son cœur battant d'un mélange de terreur et de certitude morale absolue. Elle n'était jamais sortie seule du foyer Sainte-Marie auparavant. Les religieuses avaient des règles strictes concernant les enfants s'aventurant en ville sans surveillance, mais cette situation dépassait les règlements. Monsieur Beaumont avait toujours été sincèrement bienveillant avec les enfants oubliés que la société négligeait, alors que d'autres philanthropes riches se contentaient de donner de l'argent sans jamais revenir. Marc venait régulièrement, passant du temps avec les enfants qui avaient désespérément besoin d'une attention adulte positive. Sophie se souvenait parfaitement du dernier Noël quand elle était clouée au lit par une pneumonie et n'avait pas pu participer à la fête avec les autres enfants. Alors que tous les autres enfants ouvraient leurs cadeaux et mangeaient du gâteau dans la grande salle, Marc Beaumont s'était discrètement glissé dans l'infirmerie et s'était assis à côté de son lit pendant plus d'1 heure, lui lisant son histoire préférée, celle d'une petite princesse courageuse qui sauva son royaume grâce à son intelligence et à son courage, plutôt qu'à la magie ou aux privilèges royaux. Tu sais, Sophie, lui avait-il dit ce jour-là d'une voix douce et encourageante. Parfois, ce sont les plus petits qui peuvent faire la plus grande différence dans le monde. Ce n'est pas une question de taille ou d'argent, c'est une question d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand ça fait peur. À présent, tandis que Sophie s'engageait dans le dédale intimidant du centre-ville de Lyon, ses paroles résonnaient dans son esprit comme une mission personnelle. C'était son tour d'être courageuse pour quelqu'un qui avait toujours montré de la bonté envers les enfants sans rien ni personne pour les protéger. Les marches du tribunal lui semblaient absolument énormes pour sa petite taille. Chaque marche faisait presque la moitié de sa hauteur, mais Sophie les gravit avec une détermination farouche, serrant l'enveloppe qui contenait le pouvoir de sauver un homme bon d'une destruction totale. À l'intérieur du bâtiment, l'environnement était terriblement intimidant. Des plafonds vertigineux, des sols de marbre poli et des adultes graves en costumes coûteux qui passaient rapidement à côté d'elle comme si elle était invisible. « Excusez-moi, monsieur », dit Sophie poliment à un agent de sécurité en uniforme, tirant doucement sur sa manche pour attirer son attention. « Je dois trouver le procès de monsieur Marc Beaumont. J'ai des preuves très importantes qui peuvent tout changer. » Le garde baissa les yeux vers cette minuscule fille avec un regard d'abord sceptique. Les enfants n'apparaissaient généralement pas dans les tribunaux avec des preuves légales. « Petite demoiselle, vous ne pouvez pas simplement entrer dans une audience en cours. Où sont vos parents ou votre tuteur ? » « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais bébé, » expliqua Sophie simplement, sans la moindre trace d'apitoiement. « Je vis au foyer Sainte-Marie avec les sœurs, mais c'est vraiment important. Monsieur Beaumont est sur le point de perdre presque 1 milliard d'euros à cause de mensonges, et je peux prouver que tout son mariage était complètement faux. » Quelque chose dans son expression sincère et intelligente fit hésiter le garde et reconsidérer son premier réflexe. Ce n'était pas une enfant confuse ou une petite qui jouait. Son vocabulaire, sa posture, son regard direct, tout en elle révélait une maturité bien au-delà de ses 7 ans. « Quel genre de preuves pouvez-vous avoir, ma petite ?» demanda-t-il en s'agenouillant à son niveau avec une curiosité sincère. Sophie ouvrit soigneusement l'enveloppe et lui montra le premier document. L'acte de mariage est complètement frauduleux. Le notaire qui l'a soi-disant signé était déjà mort quand la cérémonie a eu lieu et le tribunal où ils prétendent s'être mariés avait été démoli 3 ans avant la date du mariage. J'ai les certificats de décès, les registres de démolition et des documents publics qui prouvent que madame Hélène Rodriguez a utilisé plusieurs fausses identités pour commettre des fraudes matrimoniales dans au moins 4 régions. L'expression du garde passa du scepticisme à l'étonnement, puis à une inquiétude urgente. Cette petite fille parlait avec la précision et l'autorité d'une enquêtrice professionnelle, présentant des preuves capables de renverser une décision de justice d'1 milliard d'euros. « Comment connaissez-vous monsieur Beaumont ?» demanda-t-il.
Il donne des ordinateurs et des fournitures à notre foyer et vient lire des histoires aux plus petits. Il se souvient toujours de nos prénoms et nous demande des nouvelles de notre école comme si nous comptions vraiment pour lui. C'est l'un des rares adultes qui traite les orphelins comme de vraies personnes et pas seulement comme des cas de charité. Cette femme essaie de tout lui voler avec de faux documents et quelqu'un doit l'arrêter. À ce moment précis, ils entendirent des cris de colère résonner depuis la salle d'audience en 2G7. Le garde conduisit rapidement Sophie vers le tumulte, d'où il pouvait voir par la petite vitre blindée que le procès de Marc atteignait son climax dévastateur. Hélène était assise dans la section du demandeur avec un sourire triomphant, tandis que le juge Lefebvre s'apprêtait à statuer en sa faveur. Sophie leva les yeux vers l'agent de sécurité avec dans le regard une sagesse bien trop grande pour son âge. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, laissez-moi le sauver. » Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent alors avec un fracas de tonnerre et chaque personne de la salle d'audience NDH7 se tourna pour fixer Sophie Chen, 7 ans, qui descendait l'allée centrale avec la démarche déterminée de quelqu'un en mission envoyé par Dieu lui-même. Sa petite voix trancha le silence stupéfait avec une clarté cristalline. « Monsieur le juge, ils n'ont jamais été légalement mariés. J'ai des preuves documentées que tout leur mariage est une fraude élaborée. » Le juge Lefebvre se pencha en avant sur son siège surélevé, son expression sévère s'adoucissant de surprise devant cette interruption totalement inattendue. En 32 ans de présidence d'audience, il n'avait jamais été témoin d'un moment pareil. « Jeune demoiselle, dit-il avec une autorité douce, cette affaire est très sérieuse et concerne près d'1 milliard d'euros d'actifs en litige. Qu'avez-vous exactement entre les mains ?» Sophie avança avec des pas soigneusement mesurés, ses baskets usées grinçant doucement sur le sol de marbre poli. Malgré la présence de centaines d'adultes intimidants autour d'elle, elle ne montrait aucun signe de nervosité ni d'incertitude. « Monsieur le juge, je m'appelle Sophie Chen, j'ai 7 ans et je vis au foyer Sainte-Marie, avenue Kfax. Monsieur Beaumont a été très gentil avec nous, tous les enfants là-bas, en offrant des ordinateurs et en nous lisant des histoires, et je ne pouvais pas le laisser tout perdre à cause de mensonges. » Hélène Rodriguez se tortilla inconfortablement sur son siège, son allure parfaitement composée commençant à se fissurer comme de la glace sous une pression soudaine. Son avocat hors de prix, maître Bernard Clément, lui chuchota frénétiquement à l'oreille, mais le visage d'Hélène perdait rapidement toute couleur. « Ce matin, j'aidais sœur Marguerite à classer de vieux documents légaux, poursuivit Sophie, sa jeune voix remarquablement claire et stable, et j'ai découvert l'acte de mariage de monsieur Beaumont dans nos archives. Mais quelque chose paraissait faux. Alors, j'ai utilisé notre salle informatique pour enquêter. » Elle leva l'enveloppe Kraft à 2 mains comme une offrande sacrée. Le notaire qui aurait soi-disant signé leur certificat de mariage s'appelait Henri Fleury, mais monsieur Fleury est mort dans un accident de voiture le 15 mars 2014. Ce certificat prétend qu'il a authentifié leur cérémonie le 18 juin 2016, plus de 2 ans après son décès. Un souffle de stupeur parcourut la salle comble. Plusieurs personnes donc se penchèrent en avant sur leur siège et Marc sentit son cœur battre avec le premier véritable espoir qu'il éprouvait depuis des mois. Sophie ouvrit son enveloppe et en sortit soigneusement une pile épaisse de documents officiels. De plus, le sceau apposé sur cet acte de mariage appartient au palais de justice d'Annecy, mais selon les archives départementales, ce bâtiment a été entièrement démoli le 8 septembre 2013, près de 3 ans avant que madame Rodriguez prétende s'y être mariée. Les yeux du juge Arnaud Lefebvre s'écarquillèrent à chaque révélation. « Approchez immédiatement, jeune demoiselle. » Sophie s'avança d'un pas assuré, tendant les papiers au juge avec ses petites mains qui ne tremblaient pas le moins du monde. En examinant les documents, l'expression du magistrat devint de plus en plus grave et concentrée. En outre, continua Sophie, sa voix gagnant en force et en autorité, Hélène Rodriguez a utilisé de multiples fausses identités dans plusieurs régions. Elle était Hélène Martin lorsqu'elle a épousé un riche homme d'affaires à Marseille en 2012. Elle est devenue Hélène Dubois lorsqu'elle a déposé le bilan à Bordeaux en 2014, affirmant avoir été mariée à un cadre pétrolier. À Lille, elle a utilisé le nom d'Hélène Lefebvre pour ouvrir des comptes de crédit et signer des baux. Soudain, Hélène se leva, son masque de calme complètement brisé. « C'est absolument ridicule, vous allez annuler des mois de procédures légales soigneusement menées à cause des fantasmes d'une orpheline au hasard. » Elle a évidemment été coachée par l'équipe juridique de Beaumont pour inventer ces accusations absurdes. Mais Sophie n'avait pas terminé sa présentation. Elle sortit un autre lot de documents avec la précision méthodique d'une enquêtrice aguerrie.
J'ai également découvert qu'Hélène Rodriguez n'a jamais travaillé comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades, malgré ses déclarations sous serment. Il n'existe aucune fiche de paye, aucun numéro d'employé, aucun collègue ne se souvient d'avoir travaillé avec elle. L'école primaire Jean Jaurès n'a aucune trace d'un don d'ordinateur facilité par une certaine Hélène Rodriguez. Le juge Lefebvre examina chaque document avec une intensité croissante, son expérience juridique lui permettant de reconnaître immédiatement l'authenticité des preuves de Sophie. Le certificat de mariage qui paraissait si officiel et convaincant quelques minutes plus tôt apparaissait désormais manifestement frauduleux dès lors qu'on le vérifiait correctement. Marc sentit son monde entier basculer alors que les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais compris jusque-là s'imbriquaient avec une clarté dévastatrice. Toutes ces fois où Hélène avait été mystérieusement vague sur ses horaires de travail, toutes ces soirées de charité où ses prétendus collègues infirmiers n'étaient jamais apparus, toutes ces histoires qui n'avaient jamais tout à fait tenu debout, tout prenait enfin un sens terrible et limpide. Monsieur le juge, déclara rapidement maître Jean-Pierre Morel, l'avocat principal de Marc, en se levant d'un bond, nous demandons respectueusement une suspension immédiate afin d'examiner en détail ces nouvelles preuves et de vérifier ces accusations extraordinaires. Mais Hélène se dirigeait déjà désespérément vers la sortie de la salle d'audience, son masque de contrôle complètement détruit. La femme qui était entrée dans le tribunal ce matin-là, convaincue de s'approprier près d'1 milliard d'euros en pension frauduleuse, fuyait désormais comme la criminelle sophistiquée qu'elle avait toujours été. La petite orpheline venait tout juste d'exposer l'une des fraudes matrimoniales les plus élaborées de l'histoire judiciaire française. Alors qu'Hélène Rodriguez se précipitait vers la sortie de la salle d'audience en pleine panique, la voix du juge Arnaud Lefebvre tonna dans la pièce avec une autorité implacable. Madame Rodriguez, ou quel que soit votre véritable nom légal, vous resterez assise jusqu'à la conclusion de cette audience. Huissier, veillez à ce que la prévenue ne quitte pas cette salle. 2 agents de justice se placèrent aussitôt devant les portes, bloquant toute issue, tandis qu'Hélène s'immobilisait dans l'allée centrale, ses talons de créateur claquant brutalement sur le marbre. Son masque soigneusement construit d'innocence bafouée s'était entièrement désintégré, remplacé par l'expression froide et calculatrice qui révélait sa véritable nature pour la première fois depuis le début du procès. Sophie, toujours debout près du banc du juge, continua à présenter ses preuves minutieusement recherchées avec la précision systématique de quelqu'un bien au-delà de ses 7 ans d'expérience de vie. Monsieur le juge, mon enquête a également révélé qu'Hélène Rodriguez percevait illégalement des allocations d'invalidité sous 3 identités et numéros de sécurité sociale différents. Elle possède aussi des biens immobiliers non déclarés à Nice et à Marseille, jamais mentionnés dans ses procédures de divorce. Marc fixait cette fillette extraordinaire avec un mélange absolu d'émerveillement et de gratitude profonde. En l'espace d'une seule matinée, Sophie avait accompli ce que son équipe coûteuse d'avocats et d'enquêteurs privés n'avait pas réussi en plusieurs mois d'efforts professionnels. Elle avait démonté une supercherie si sophistiquée et si vaste qu'elle avait trompé juges, experts financiers et juristes chevronnés. Le juge Lefebvre étudiait maintenant les documents supplémentaires que Sophie avait fournis, son expression s'assombrissant et devenant plus préoccupée à chaque page. Mademoiselle Chen, ce sont des accusations criminelles extrêmement graves que vous présentez. Comment saviez-vous chercher précisément ce type de fraude ? La voix de Sophie portait la sagesse tranquille de quelqu'un qui avait appris trop tôt que le monde des adultes reposait souvent sur des mensonges et des tromperies. Au foyer Sainte-Marie, sœur Marguerite nous apprend toujours à vérifier soigneusement les documents officiels, car certaines mauvaises personnes essaient de falsifier des papiers d'adoption ou des actes de naissance pour enlever des enfants. Elle nous a montré comment contrôler les sceaux notariaux, consulter les registres des tribunaux, recouper les numéros de sécurité sociale et vérifier les antécédents professionnels. L'éducation pragmatique que Sophie avait reçue en tant qu'orpheline lui avait donné exactement les compétences nécessaires pour dévoiler l'entreprise criminelle élaborée d'Hélène. Tandis que les enfances privilégiées apprenaient le piano ou le tennis, Sophie avait appris à se protéger en comprenant les systèmes que les adultes utilisent pour mentir et manipuler. L'avocat d'Hélène, maître Clément, lui murmurait frénétiquement à l'oreille, mais Hélène le repoussa avec colère. « C'est complètement insensé », siffla-t-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. « Vous allez détruire des mois de procédures légales légitimes à cause des théories ridicules d'une orpheline. » Cet enfant a évidemment été manipulé et coaché par l'équipe de Beaumont, mais le mal est fait et irréversible. Le juge Lefebvre avait déjà examiné suffisamment de preuves pour comprendre qu'absolument tout
dans le dossier d'Hélène reposait sur une fondation élaborée de mensonges, de faux documents et d'identités volées. Le certificat de mariage était faux, son parcours professionnel était inventé, son récit de victime n'était qu'une mise en scène soigneusement répétée, et son identité légale entière n'était qu'une fiction criminelle destinée à lui voler près d'1 milliard d'euros. Monsieur Beaumont, déclara le juge avec gravité, il apparaît que vous avez été la victime d'une fraude extrêmement sophistiquée et préméditée. Les preuves apportées par mademoiselle Chen suggèrent fortement que non seulement votre certificat de mariage a été entièrement falsifié, mais que la prévenue a perpétré des escroqueries similaires contre plusieurs autres individus fortunés dans différentes régions. Marc ressentit un mélange accablant de soulagement, de fureur et de gratitude profonde. Soulagement de savoir que son œuvre et sa mission philanthropique ne seraient pas détruites par les mensonges d'une criminelle. Fureur d'avoir été si complètement et systématiquement dupé par une femme qu'il avait réellement aimée et en qui il avait eu confiance. Mais dominant toutes ces émotions se trouvait une gratitude bouleversante envers la petite fille courageuse qui avait risqué tout ce qu'elle avait pour sauver un homme qu'elle connaissait à peine. Alors que les agents de justice s'avançaient pour placer Hélène en détention pour fraude, usurpation d'identité et parjure, celle-ci se tourna vers Marc avec une haine pure et brûlante dans les yeux. « Tu crois avoir gagné quelque chose ici, Marc ? Il existe des dizaines de femmes comme moi, et certaines sont bien plus intelligentes que moi. Tu ne pourras plus jamais faire confiance à personne. J'ai détruit ta capacité à croire en l'amour, et ça vaut plus que n'importe quel argent. » Mais Marc ne la regardait déjà plus. Toute son attention était fixée sur Sophie Chen, cet enfant absolument extraordinaire qui venait de démontrer plus de courage, d'intégrité et de force morale que n'importe quel adulte dans cette salle d'audience. La petite orpheline qui l'avait sauvée de la ruine financière était sur le point de changer sa vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le premier chapitre de leur incroyable histoire ensemble touchait à sa fin. Mais la révélation dramatique de Sophie dans ce tribunal de Lyon n'était en réalité que le début de quelque chose de bien plus profond et transformateur que quiconque aurait pu prédire. 3 semaines après cette explosion judiciaire qui avait fait la une des journaux nationaux, Marc Beaumont était assis dans la salle de visite stérile du foyer Sainte-Marie, les mains légèrement tremblantes alors qu'il regardait Sophie Chen disposer avec soin un jeu d'échecs entre eux. La petite fille qui avait sauvé sa fortune plaçait chaque pièce avec la même précision méthodique qu'elle avait démontrée en démantelant la fraude élaborée d'Hélène. « Sœur Marguerite m'a appris à jouer l'année dernière », dit Sophie d'une voix basse, ses petits doigts alignant les pions blancs avec une formation parfaite. Elle disait que les échecs aident les enfants comme nous à penser plusieurs coups à l'avance pour nous protéger en voyant les schémas que les autres ne remarquent pas. Marc observa son visage, toujours émerveillé par l'intelligence qui étincelait dans ses yeux sombres. « Sophie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Ce que tu as fait dans ce tribunal, tu as sauvé toute mon œuvre. Grâce à ton courage, je peux continuer à aider des enfants dans le monde entier. » Sophie leva les yeux de l'échiquier avec une expression bien trop sérieuse pour son âge. « Je sais pour vos écoles en Afrique et vos hôpitaux en Amérique du Sud, Sœur Marguerite nous a montré des articles sur toutes les bonnes choses que vous faites avec votre argent. C'est pour ça que je ne pouvais pas laisser cette femme méchante tout voler. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et d'enquêtes policières. Hélène Rodriguez, dont le véritable nom s'avéra être Carmen Hélène Vasquez, faisait maintenant face à des poursuites pénales dans 4 juridictions. La police judiciaire avait découvert que son réseau de fraude matrimoniale avait piégé au moins 6 hommes fortunés au cours de la dernière décennie, détournant environ 37 millions d'euros avant que Marc ne devienne sa plus grande cible. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit Marc en avançant son premier pion. « Tu es clairement trop intelligente pour être limitée par un programme scolaire standard. As-tu déjà pensé à ce que tu voudrais faire plus tard ?» Sophie réfléchit soigneusement à sa réponse, à la fois sur l'échiquier et dans la conversation. « Je veux aider d'autres enfants qui n'ont pas de famille, peut-être devenir avocate pour empêcher les mauvaises personnes de faire du mal aux enfants, ou détective pour résoudre des mystères que les adultes ne comprennent pas. » Le cœur de Marc se serra d'émotion. Cet enfant remarquable avait déjà démontré plus de courage moral et de compétences d'investigation que la plupart des adultes n'en montreraient en une vie entière. « Et si je te disais que je veux m'assurer que tu reçoives la meilleure éducation possible, j'aimerais créer un fonds de bourse spécial juste pour toi.
C'est très gentil, monsieur Beaumont, mais Sophie déplaça son cavalier d'une manière inattendue qui mit immédiatement la position de Marc en difficulté. J'ai appris que lorsque les adultes font de grandes promesses aux orphelins, elles disparaissent généralement après quelques mois. Les gens se sentent coupables un moment, puis nous oublient. L'honnêteté douloureuse de sa voix frappa Marc comme un coup physique. Combien de fois des adultes bien intentionnés avaient-ils fait des promesses à ses enfants pour les abandonner quand la nouveauté s'était éteinte? Sophie, je veux que tu comprennes une chose, je ne vais nulle part. Ce qui s'est passé entre nous dans ce tribunal m'a changé. Tu n'as pas seulement sauvé mon argent, tu m'as rappelé ce à quoi ressemble le vrai courage. À ce moment-là, sœur Marguerite apparut dans l'embrasure de la porte, son visage bienveillant plissé d'inquiétude. Monsieur Beaumont, je suis désolé d'interrompre, mais il y a eu un développement. L'inspecteur des services de protection de l'enfance est ici. Quelqu'un a déposé une demande d'adoption pour Sophie. La pièce d'échec de Sophie resta suspendue à mi-chemin. Quoi? Qui voudrait m'adopter? J'ai 7 ans. La plupart des gens veulent battre des bébés, pas des enfants qui posent trop de questions. Marc sentit une fureur protectrice monter en lui. Après tout ce que Sophie avait traversé, après l'incroyable courage dont elle avait fait preuve, quelqu'un essayait d'exploiter sa notoriété pour ses propres intérêts. Sœur Marguerite, savons-nous qui a déposé cette demande? Un couple de Californie, les Henderson. Ils ont vu Sophie aux informations et affirment avoir toujours voulu aider un enfant à besoin particulier. Mais l'expression de la religieuse était troublée, quelque chose ne me paraît pas net chez eux. Ils posent des questions très précises sur le potentiel d'héritage de Sophie et sur votre relation avec elle. Sophie posa sa pièce et regarda directement Marc, ses yeux reflétant une compréhension bien trop mûre des motivations adultes. Ils pensent que vous allez me donner de l'argent parce que je vous ai aidé, n'est-ce pas? Ils veulent m'adopter pour devenir riche. L'idée que quelqu'un puisse tenter d'exploiter cette enfant courageuse et brillante fit se crisper les poings de Marc. Sophie avait déjà enduré assez de manipulations et de tromperies avec l'affaire Hélène. Elle méritait d'être protégée, pas d'être utilisée encore une fois pour l'appât du gain. Plutôt mourir, dit Marc à voix basse, le ton chargé d'acier. Sophie, je veux que tu saches que je ne laisserai jamais personne profiter de toi. Plus jamais. Sœur Marguerite les regarda l'un après l'autre, comprenant soudainement. Monsieur Beaumont, qu'insinuez-vous exactement? Marc prit une profonde inspiration, réalisant qu'il s'apprêtait à prendre la décision la plus importante de sa vie. Je propose que, si Sophie est d'accord, et si le tribunal l'approuve, je souhaite déposer ma propre demande d'adoption. Cette petite fille m'a sauvé la vie. Et je veux passer le reste de la mienne à m'assurer qu'elle ait toutes les opportunités qu'elle mérite. Sophie le fixa, totalement stupéfaite, oubliant sa stratégie aux échecs. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était vraiment, une enfant de 7 ans qui n'avait jamais osé espérer que quelqu'un puisse réellement la vouloir pour toujours. Le lendemain matin, Marc Beaumont était assis en face de la juge aux affaires familiales, Madame la juge Patricia Dubois, dans son cabinet. Sophie était assise à côté de lui avec sœur Marguerite en tant que tutrice et défenseur de ses intérêts. De l'autre côté, le couple Henderson, Robert et Linda Henderson venus de Californie, se tenaient avec leur avocat, leur visage de plus en plus crispé à mesure que l'audience avançait. Madame la juge, déclara Robert Henderson, d'une voix empreinte du ton suffisant de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut, nous avons des ressources financières considérables et nous pouvons offrir à Sophie des opportunités qu'un homme seul, quelle que soit sa richesse, ne pourra jamais lui donner. Elle a besoin d'une structure familiale traditionnelle avec à la fois une mère et un père. La juge Dubois, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant et riche de 30 années d'expérience dans les affaires de protection de l'enfance, examina attentivement les dossiers d'adoption. Monsieur Henderson, j'ai étudié votre demande et j'ai remarqué qu'il s'agit de votre premier contact avec notre système d'adoption. Vous n'avez jamais accueilli d'enfants, jamais fait de bénévolat dans une association de jeunesse et vous avez déposé cette requête seulement 4 jours après la médiatisation nationale de l'histoire de Sophie. Linda Henderson se tortilla inconfortablement dans son tailleur de créateur. Nous avons été inspirés par le courage et l'intelligence de Sophie. Nous croyons pouvoir lui offrir les avantages culturels et les opportunités éducatives que mérite son talent exceptionnel. Sophie, qui était restée étrangement silencieuse tout au long de la procédure, prit alors la parole avec la franchise qui la caractérisait. « Madame la juge, puis-je poser une question à Madame Henderson ?» « Bien sûr, Sophie, répondit la juge.
Cette décision concerne ta vie plus que celle de quiconque ici. Sophie se tourna vers Linda Henderson avec l'expression sérieuse de quelqu'un menant un entretien important. Madame Henderson, quel est mon livre préféré? Linda cligna des yeux, prise de court. Eh bien, je suppose que les enfants de ton âge aiment les livres illustrés ou peut-être de courts romans jeunesse. C'est un raccourci dans le temps de Madeleine L'Angle, dit Sophie calmement. Monsieur Beaumont le sait parce qu'il me l'a lu 3 fois. Quelle est ma plus grande peur? Cela n'a aucun rapport avec notre capacité à... intervint Robert Henderson, impatient. Être oublié, poursuivit Sophie, ignorant son interruption. J'ai peur que les gens cessent de s'occuper de moi une fois que les caméras seront parties et que je ne serai plus célèbre. Monsieur Beaumont le sait parce que nous en avons parlé. Et qu'est-ce que je veux devenir quand je serai grande? Les Henderson échangèrent des regards incertains. Ils s'étaient clairement attendus à une formalité, remplir quelques papiers et obtenir la garde d'un enfant soudainement devenu précieux. Je veux devenir enquêtrice fédérale ou juge aux affaires familiales comme vous, madame la juge, pour protéger d'autres enfants contre ceux qui essaient de leur faire du mal. Monsieur Beaumont le sait parce qu'il m'aide déjà à chercher des informations sur les écoles de droit et les formations d'enquêteurs. La juge Dubois se pencha avec intérêt. Monsieur Beaumont, depuis combien de temps connaissez-vous Sophie? Environ 2 ans, madame la juge. Je rends visite régulièrement au foyer Sainte-Marie pour travailler avec leur programme d'informatique. Sophie s'est toujours distinguée, non seulement par son intelligence, mais aussi par son caractère. Elle aide les plus jeunes avec leurs devoirs. Elle se porte volontaire pour des tâches supplémentaires afin d'aider les sœurs. Et elle ne m'a jamais rien demandé, pas une seule fois, jusqu'au jour où elle a risqué tout ce qu'elle avait pour me sauver d'une fraude. Marc sortit alors un dossier épais. J'ai préparé un plan complet pour l'éducation et le bien-être de Sophie. Soutien scolaire privé pour développer ses capacités, suivi psychologique pour l'aider à surmonter ses traumatismes précoces, ouverture sur la culture et les voyages, et surtout, un amour et un soutien inconditionnel de la part de quelqu'un qui la connaît déjà et qui apprécie exactement qui elle est. Sœur Marguerite prit la parole pour la première fois. Madame la juge, j'ai vu monsieur Beaumont interagir avec nos enfants pendant 2 ans. Il ne fait jamais de promesses qu'il ne tient pas. Il traite chaque enfant avec un profond respect et Sophie s'illumine chaque fois qu'il vient. Ce n'est ni un coup de publicité, ni un arrangement financier. C'est l'histoire de 2 personnes qui se sont trouvées une famille l'une en l'autre. La frustration de Robert Henderson éclata enfin. C'est ridicule, un milliardaire célibataire ne peut pas offrir l'environnement familial stable dont un enfant a besoin. Sophie a besoin d'une supervision adéquate de modèles féminins et, monsieur Henderson, coupa brusquement la juge Dubois, êtes-vous en train de suggérer que les parents célibataires sont par définition inaptes, parce que cela disqualifierait environ 30% des familles françaises? Sophie leva les yeux vers Marc, ses yeux mêlant espoir et terreur. Monsieur Beaumont, êtes-vous vraiment certain de vouloir m'adopter? Je ne suis pas facile à élever. Je pose trop de questions, je lis au lieu de jouer avec des jouets et il m'arrive de faire des cauchemars à propos de l'accident de mes parents. Marc s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, sa voix douce mais absolument ferme. Sophie, tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Tes questions me poussent à réfléchir davantage. Ton intelligence m'inspire à être meilleure et si tu fais des cauchemars, je resterai assis à tes côtés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Tu m'as sauvé la vie et je veux passer le reste de la mienne à t'aider à accomplir tout ce dont tu rêves. La juge Dubois a observé cet échange avec l'œil aguerri de quelqu'un qui avait vu défiler d'innombrables dossiers d'adoption. Monsieur et madame Henderson, je rejette votre demande. Vous n'avez démontré aucun lien préalable avec Sophie, aucune compréhension de ses besoins individuels et votre motivation semble opportuniste plutôt qu'altruiste. Elle se tourna vers Marc et Sophie avec un léger sourire. Monsieur Beaumont, j'accorde une ordonnance d'adoption provisoire sous réserve des enquêtes sociales et vérifications habituelles. Sophie, tu auras une période d'essai de 30 jours pour être certaine que c'est bien ce que tu veux. Sophie se jeta dans les bras de Marc, les entourant de la joie pure d'une enfant qui venait enfin de trouver son foyer définitif. 6 mois plus tard, Sophie Chen Beaumont se tenait dans le hall de marbre du manoir lyonnais de Marc, fixant un portrait qui venait d'être livré et accroché à la place d'honneur au-dessus du grand escalier. Le tableau représentait tous deux le jour où elle avait révélé la fraude d'Hélène devant le tribunal. Marc, dans son costume élégant, avait l'air stupéfait et reconnaissant, et Sophie, dans sa simple robe bleue, tenait l'enveloppe Kraft qui avait changé à jamais leur vie. « Ça te plaît ?»
demanda Marc en arrivant derrière elle avec 2 tasses de chocolat chaud coiffées de marshmallows, une tradition du soir qu'ils avaient adoptée depuis la finalisation de l'adoption. Sophie contempla le tableau avec réflexion. C'est magnifique, mais ça rend ce jour plus héroïque qu'il ne l'a été. J'étais terrifiée à l'idée d'avoir tort, que les adultes se moquent de moi et me renvoient. Marc s'assit sur la première marche de l'escalier pour être à sa hauteur. Sophie, c'est justement ce qui l'a rendu héroïque. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire ce qui est juste, même quand on est terrifié. Les 6 derniers mois avaient été une période d'adaptation pour eux deux. Marc avait transformé toute une aile de sa maison en un espace privé pour Sophie. Une chambre décorée dans ses couleurs préférées, une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond et un bureau équipé de systèmes informatiques perfectionnés où elle pouvait poursuivre sa passion pour la recherche et l'investigation. Sophie avait été inscrite dans un programme scolaire accéléré qui stimulait son intelligence exceptionnelle tout en lui permettant de rester une enfant. Elle avait également commencé à travailler avec Dr Elisabeth Moreau, psychologue pour enfants spécialisée dans l'accompagnement des jeunes surdoués confrontés à des traumatismes, afin de développer des mécanismes d'adaptation sains. « Papa », dit Sophie. Le mot résonnait encore neuf et merveilleux pour eux deux. J'ai réfléchi à quelque chose. L'inspecteur de la PJ, l'agent Patterson, a dit qu'Hélène, enfin Carmen, avait fait du mal à d'autres personnes avant de s'en prendre à toi. Qu'est-il advenu de l'argent qu'elle a volé à ces autres hommes? Marc s'était attendu à cette question. Il connaissait le sens aigu de la justice de Sophie et savait qu'elle ne serait pas satisfaite tant que toutes les victimes d'Hélène n'auraient pas reçu une forme de réparation. La plupart de l'argent n'a jamais été retrouvé, admit-il. Elle l'a dépensé en articles de luxe, au jeu et pour financer ses fausses identités. La police a réussi à saisir environ 4 millions d'euros en biens, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'elle a détourné au fil des années. Sophie resta silencieuse un long moment, son esprit analytique travaillant visiblement sur un problème complexe. Papa, et si on aidait ces gens, pas en leur donnant de l'argent directement, mais en utilisant ta fondation pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, comme faire des dons en leur nom à des associations qu'ils soutiennent. Le cœur de Marc se gonfla de fierté et d'émerveillement. Même à 7 ans, le premier instinct de Sophie était de réparer les dégâts causés par Hélène plutôt que de simplement célébrer leur propre victoire. C'est une idée brillante, ma chérie. Nous pourrions contacter les autres victimes d'Hélène et leur demander de choisir des causes caritatives qui comptent pour eux. Ça ne remplacerait pas leur perte financière, mais ça pourrait leur donner le sentiment que quelque chose de positif est sorti de leur terrible expérience. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Et on pourrait aussi utiliser ce qui s'est passé pour sensibiliser d'autres personnes aux fraudes matrimoniales, peut-être créer un site internet ou écrire un livre sur les signaux d'alerte que les gens devraient surveiller. Marc réalisa alors que sa fille, le mot emplissait son cœur de joie chaque fois qu'il y pensait déjà comme l'avocate et la protectrice qu'elle espérait devenir. Son expérience traumatisante avec la tromperie d'Hélène se transformait en mission pour empêcher d'autres personnes de subir le même genre de trahison. Sophie, il y a autre chose dont je dois te parler, l'agent Patterson a appelé ce matin. Ils ont arrêté 2 autres personnes qui travaillaient avec Hélène, expliqua l'agent Patterson, un faussaire qui créait de faux documents et un détective privé qui l'aidait à cibler des hommes fortunés. Le procureur veut savoir si tu accepterais de témoigner à leur procès. Le visage de Sophie s'assombrit. Mon témoignage les aiderait-il à aller en prison pour qu'ils ne puissent plus nuire à d'autres familles? Oui, probablement, mais témoigner veut dire faire face à des avocats de la défense qui essaieront peut-être de te déstabiliser, de te faire culpabiliser ou de suggérer que tu as menti sur les preuves que tu as découvertes. Sophie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où Marc avait fait installer une aire de jeu et une structure d'escalade pour elle. Après quelques minutes de silence réfléchi, elle se retourna vers lui, la détermination dans ses yeux. Papa, tu m'as dit que le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand ça fait peur. Ces gens ont aidé Hélène à essayer de voler ton argent et à détruire ta vie. Si je ne témoigne pas, ils pourraient faire la même chose à d'autres familles. Je dois les arrêter. Marc sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant sa fille extraordinaire choisir une fois encore la justice plutôt que le confort. Sophie avait perdu ses parents biologiques à cause de l'égoïsme d'un conducteur ivre, mais elle était déterminée à transformer son expérience en protection pour les autres contre les prédateurs et les criminels. Je suis tellement fier de toi, Sophie.
Nous ferons en sorte que tu aies tout le soutien nécessaire. Le palais de justice de Lyon était bondé de médias et de spectateurs lorsque Sophie Chaîne-Beaumont, désormais âgée de 8 ans, s'avança vers la barre des témoins avec la même détermination calme que lors de sa première apparition dramatique au tribunal. Elle portait une simple robe bleu marine et se tenait avec une dignité bien au-delà de son âge. Marc était assis au premier rang, les mains crispées par la nervosité, tandis qu'il observait sa fille se préparer à affronter l'avocat de la défense qui tenterait de discréditer son témoignage. L'agent Patterson les avait prévenus. L'avocat représentant les complices d'Hélène était connu pour ses contre-interrogatoires agressifs, même face à de jeunes témoins. Mademoiselle Chaîne-Beaumont, commença doucement le procureur. Pouvez-vous dire au tribunal quelle est votre relation avec le prévenu, monsieur Beaumont? C'est mon père adoptif, répondit Sophie d'une voix claire dans le micro. Mais avant l'adoption, je le connaissais comme un homme bienveillant qui offrait des ordinateurs à notre orphelinat et lisait des histoires aux enfants. Et pouvez-vous expliquer comment vous avez découvert que l'acte de mariage était frauduleux? Sophie exposa méthodiquement son processus d'enquête, la découverte du document suspect, la consultation des archives publiques et le recoupement des informations qui avaient révélé les multiples identités d'Hélène. Son témoignage était précis, factuel et dévastateur pour la défense, mais lorsque l'avocat de la défense, maître Martin Carrière, se leva pour le contre-interrogatoire, l'atmosphère changea brusquement. Carrière, un homme mince d'une 50aine d'années, aux yeux froids, avait la réputation de briser la crédibilité des témoins par l'intimidation. Mademoiselle Chaîne-Beaumont, commença-t-il avec une fausse cordialité, n'est-il pas vrai que vous allez désormais hériter de millions d'euros de monsieur Beaumont grâce à votre témoignage contre ma cliente? Sophie fronça les sourcils, confuse. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Allons, jeune fille, vous vivez maintenant dans un manoir, fréquentez une école privée coûteuse et menez une vie que vous n'auriez jamais pu imaginer à l'orphelinat. N'est-il pas possible que vous ayez inventé des preuves contre madame Rodriguez parce que vous saviez que cela vous rendrait riche? Marc commença à se lever, furieux des insinuations de l'avocat, mais la voix claire de Sophie l'arrêta. Monsieur, j'ignorais totalement que monsieur Beaumont avait l'intention de m'adopter lorsque j'ai apporté ses preuves au tribunal. Je voulais simplement empêcher une mauvaise personne de voler de l'argent qui aide des enfants dans le monde entier, et je n'ai rien inventé. Je peux vous montrer exactement comment vérifier chaque document que j'ai trouvé. Carrière insista, espérant la déstabiliser. Mais vous réalisez bien que discréditer madame Rodriguez vous a rendu très riche. N'est-ce pas une raison suffisante pour mentir? Sophie resta silencieuse un instant et Marc retint son souffle. Puis elle parla avec la sagesse de quelqu'un qui avait très tôt compris ce qui comptait vraiment. Monsieur Carrière, avant que monsieur Beaumont m'adopte, je partageais une chambre avec 3 autres filles à l'orphelinat Sainte-Marie. Je possédais 2 robes, 4 livres et un éléphant en peluche appelé Bouton. J'étais heureuse parce que les sœurs nous aimaient et prenaient bien soin de nous. Aujourd'hui, je vis dans une grande maison avec mon papa, j'ai beaucoup de livres et de beaux vêtements et je suis toujours heureuse, mais pas à cause de l'argent. Elle s'interrompit, fixant directement l'avocat. Je suis heureuse parce que j'ai une famille, et une famille ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter, voler ou inventer, c'est quelque chose qui naît quand des personnes choisissent de s'aimer. Votre cliente Hélène a essayé de voler l'argent de monsieur Beaumont, mais ce qu'elle a vraiment tenté de lui voler, c'est sa capacité à faire confiance et à bâtir une vraie famille. Et ça c'est bien pire que de prendre de l'argent. La salle d'audience resta figée dans un silence absolu. Pour la première fois de sa carrière, Carrière se retrouva sans voix, incapable de répondre à la clarté morale d'une fillette de 8 ans. La juge Martinez se pencha vers lui. « Maître Carrière, avez-vous d'autres questions pour ce témoin ?» L'avocat croisa le regard déterminé de Sophie et comprit que toute attaque supplémentaire ne ferait qu'aggraver la situation de sa cliente. « Aucune autre question, madame la juge. » Aucune autre question, madame la juge, dit maître Carrière, tandis que Sophie descendait de la barre des témoins. Marc ressentit une fierté immense devant la jeune femme extraordinaire que sa fille était en train de devenir. Elle avait tenu tête à un avocat impitoyable avec le même courage qu'elle avait montré en dévoilant la fraude d'Hélène. Pas parce qu'elle était sans peur, mais parce qu'elle avait compris que certaines choses valaient la peine qu'on ait peur pour elle. À la sortie du tribunal, l'agent Patterson les accueillit avec un large sourire. Sophie, c'était l'un des témoignages les plus puissants que j'ai jamais entendus. Tu viens d'assurer que les complices d'Hélène passeront la prochaine décennie en prison. Mais Sophie pensait déjà à leur prochaine mission.
Agent Patterson, avez-vous retrouvé toutes les victimes d'Hélène? Papa et moi voulons lancer notre programme de restitution caritative le plus vite possible. 2 ans après ce triomphe judiciaire, la Fondation Chen Beaumont était devenue l'une des organisations caritatives les plus respectées de France, se consacrant spécifiquement à la protection des enfants contre la fraude, les abus et l'exploitation. À 10 ans, Sophie en était désormais la plus jeune membre du conseil d'administration, apportant une perspective unique à leur mission de protection de la jeunesse vulnérable. Marc se tenait dans la salle de conférence de la Fondation, observant avec fierté Sophie présenter leur dernière initiative à un groupe de donateurs et d'organisations partenaires. Elle avait grandi gagnant en assurance, mais son caractère essentiel, brillant, compatissant et farouchement attaché à la justice était resté intact. Mesdames et messieurs, dit Sophie, debout derrière un pupitre abaissé pour sa taille. L'exploitation des enfants réussit souvent parce que les prédateurs comptent sur le fait que les enfants aient trop peur ou trop honte pour parler. Notre programme Jeunes Enquêteurs apprend aux enfants à reconnaître les situations dangereuses, à vérifier les affirmations des adultes et à signaler les comportements suspects en toute sécurité. Le public, composé d'agents de la police judiciaire, de psychologues pour enfants et de cadres de grandes entreprises, écoutait avec une attention soutenue tandis que Sophie détaillait leur approche globale de la protection de l'enfance. Nous avons déjà mis en place ce programme dans 43 écoles à travers 7 régions, poursuivit-elle, et nous avons empêché au moins 12 cas potentiels de fraude à l'adoption, 6 tentatives de vol d'identité visant des mineurs et 3 tentatives d'enlèvement. La docteure Sarah Mitchell, spécialiste du développement de l'enfant à l'université de Paris-Descartes, leva la main. Sophie, c'est un travail remarquablement sophistiqué pour quelqu'un de ton âge. Comment parviens-tu à équilibrer ce niveau de responsabilité avec les activités normales de l'enfance ? Sophie sourit, le premier vrai sourire que Marc l'avait vu esquisser durant cette présentation formelle. Docteur Mitchell, protéger les autres enfants n'est pas du travail pour moi. C'est comme imaginer que vous puissiez utiliser votre passe-temps préféré pour sauver des vies. Voilà ce que je ressens. Après la présentation, Marc et Sophie traversèrent le centre-ville de Lyon en direction de leur glacier préféré, une tradition mensuelle qu'ils entretenaient depuis l'adoption. Sophie était inhabituellement silencieuse et Marc pouvait sentir que quelque chose la troublait. « Chérie, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il lorsqu'ils s'installèrent dans leur banquette habituelle. Sophie touilla pensivement son chocolat glacé. « Papa, j'ai réfléchi à quelque chose d'important. Le mois prochain, j'aurai 11 ans et cela fera presque 3 ans que je suis avec toi. Je veux être sûr que tu es toujours heureux de m'avoir adopté. » Marc sentit son cœur se serrer. « Sophie, pourquoi poserais-tu une telle question? Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Parce que je sais que je ne suis pas comme les autres enfants, dit-elle doucement. Je ne joue pas avec des poupées, je ne regarde pas de dessins animés. Je préfère lire des études de cas plutôt qu'aller aux fêtes d'anniversaire. Parfois, je me demande si tu n'aurais pas préféré adopter une fille plus normale, avec qui il serait plus facile de t'entendre. » Marc lui prit doucement la main par-dessus la table. « Sophie, tu te souviens de ce que tu as dit à cet avocat de la défense au tribunal? Tu as dit qu'une famille se construit quand des personnes choisissent de s'aimer. Eh bien, moi, j'ai choisi de t'aimer exactement comme tu es. Brillante, sérieuse, attentionnée et absolument unique. Je ne veux pas que tu sois normale. La normalité n'aurait pas sauvé ma vie. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes, chose rare chez cette fille habituellement si composée. « Parfois, je fais encore des cauchemars à l'idée de te perdre. Et si quelque chose t'arrivait, comme à mes parents biologiques, et si je me retrouvais encore seul ?» Marc sentit tout le poids de la vérité. L'indépendance farouche et la maturité de Sophie étaient en partie des mécanismes de défense, des façons de se protéger de la vulnérabilité liée à l'amour. Peur que ceux qu'elle aimait disparaissent. « Sophie, je ne peux pas te promettre qu'il ne m'arrivera jamais rien, mais je peux te promettre que tu ne seras plus jamais seule. J'ai mis en place des accords de tutelle légale avec 3 familles qui te connaissent et t'aiment. J'ai créé des fonds de placement qui garantiront ton éducation et ta sécurité, quoi qu'il arrive. Et surtout, tu n'es plus la même qu'au moment où tes parents sont morts. » Il serra doucement sa main. « Tu étais un bébé alors, impuissante et totalement dépendante. Maintenant, tu es Sophie Chen Beaumont, la fille qui a révélé une conspiration criminelle, qui témoigne devant l'Assemblée nationale pour défendre la protection des enfants, qui a déjà sauvé des dizaines d'enfants de situations dangereuses. Tu n'es plus impuissante, ma chérie. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. » Sophie essuya ses yeux et le regarda avec gratitude et amour. « Papa,
j'ai autre chose à te dire. La semaine dernière, sœur Marguerite m'a appris qu'un réalisateur de documentaire veut faire un film sur notre histoire. Ils veulent l'appeler La vérité de la petite fille. Marc haussa les sourcils. Et qu'en penses-tu ? Je pense que cela pourrait aider d'autres enfants à apprendre à se protéger, mais seulement si nous pouvons raconter l'histoire à notre manière et seulement si tous les bénéfices servent à aider les enfants placés en famille d'accueil et dans les orphelinats. Marc sourit devant la générosité instinctive et la sagesse de sa fille. Je pense que c'est une idée parfaite, Sophie. Nous veillerons à ce que le monde sache que parfois les voix les plus petites portent les vérités les plus importantes. 5 ans plus tard, Sophie Chaîne-Beaumont, âgée de 15 ans, se tenait au pupitre de l'Assemblée nationale, s'adressant à une session conjointe des députés et sénateurs au sujet de la loi historique sur la vérification de la protection des enfants, un texte qu'elle avait contribué à rédiger pour prévenir les fraudes à l'adoption et le vol d'identité visant les mineurs. Marc était assis à la tribune du public, le cœur gonflé de fierté en regardant sa fille plaider en faveur des enfants vulnérables sur la scène nationale. « Honorables députés et sénateurs », commença Sophie d'une voix claire et assurée. « Quand j'avais 7 ans, j'ai découvert que parfois des adultes mentent de manière très sophistiquée pour blesser des enfants et des familles. Aujourd'hui, la Fondation Chaîne-Beaumont a documenté plus de 300 cas de fraude à l'adoption, de vol d'identité et d'exploitation financière visant des mineurs. Cette loi créera les systèmes de vérification nécessaires pour protéger les citoyens les plus vulnérables de notre pays. » L'hémicycle était comble. Législateurs, associations de protection de l'enfance et journalistes venus couvrir ce qui était déjà surnommé la loi Sophie, bien qu'elle ait insisté pour la nommer en mémoire de tous les enfants victimes et non en son nom propre. Après son témoignage, Sophie et Marc traversèrent les jardins du Palais Bourbon, réfléchissant au parcours incroyable qui les avait conduits jusque-là. Le documentaire sur leur histoire avait remporté un César du meilleur film documentaire et ses bénéfices avaient été intégralement reversés à des programmes de protection de l'enfance dans 12 pays. La fondation éducative de Sophie avait déjà offert des bourses d'études à plus de 500 orphelins et enfants placés. Quant à Carmen Elena Vasquez, elle purgeait une peine de 25 ans de réclusion pour fraude, usurpation d'identité et association de malfaiteurs. « Papa, » dit Sophie en s'asseyant avec lui sur un banc surplombant la Seine, « est-ce qu'il t'arrive de te demander ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ces documents ce jour-là à Sainte-Marie ?» Marc réfléchit sérieusement à la question. « Tu aurais trouvé un autre moyen de me sauver, ma chérie. Peut-être pas ce jour-là, mais tôt ou tard, parce que c'est ce que tu es, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui ne se repose pas tant qu'elle n'a pas réparé les choses. » Sophie, désormais en 2e année à l'université de Paris 2, à Sas, où elle étudiait le droit et la justice pénale à seulement 15 ans, avait su maintenir son engagement pour la protection des enfants tout en s'autorisant des activités plus typiques de son âge. Elle jouait aux échecs en compétition, faisait du bénévolat dans les orphelinats locaux et avait même commencé à fréquenter un camarade, David, qui partageait sa passion pour la justice sociale. « Parfois je pense à Hélène », avoua Sophie, pas parce que je ressens de la pitié, mais parce que je me demande ce qui a pu la rendre capable de faire autant de mal. Tu crois qu'elle est née mauvaise, ou bien est-ce que quelque chose lui est arrivé qui a brisé son empathie ? C'était une question profonde que Marc s'était souvent posée lui-même. Je pense qu'Hélène a fait des choix, Sophie. Peut-être qu'elle a connu des traumatismes ou des épreuves qui ont influencé ses choix, mais au final, elle a décidé d'utiliser son intelligence pour nuire plutôt que pour aider. Toi aussi, tu as vécu un traumatisme, perdre tes parents, grandir dans l'incertitude de l'orphelinat, mais tu as choisi de mettre tes dons au service de la protection des autres. Sophie hocha la tête, pensive. La différence, c'est que j'ai grandi entouré de personnes qui m'ont appris que faire du mal était injustifiable. Sœur Marguerite, toi, le docteur Morrison, vous m'avez montré qu'utiliser mes capacités pour aider les autres me rendrait plus heureuse que de les employer pour des raisons égoïstes. Sœur Marguerite, toi, le docteur Morrison, vous m'avez tous montré qu'utiliser mes capacités pour aider les autres me rendrait bien plus heureuse que de les employer à des fins égoïstes. Alors que le soleil se couchait sur la capitale, projetant une lumière dorée sur les jardins du Palais Bourbon, Marc songeait à l'extraordinaire jeune femme qui était devenue sa fille. Sophie n'avait pas seulement sauvé sa fortune et sa foi en la bonté humaine, elle avait démontré au monde entier que le courage, l'intelligence et la clarté morale pouvaient triompher des formes les plus sophistiquées de la tromperie.
Sophie, dit Marc en passant un bras autour de ses épaules, je veux que tu saches que me sauver de la fraude d'Hélène n'était que le début de tout le bien que tu accompliras dans ce monde. Tu as déjà changé des lois, protégé des centaines d'enfants et inspiré des milliers de personnes à défendre ce qui est juste. Sophie se blottit contre l'épaule de son père, ressentant cette profonde plénitude qui naît de la certitude d'être exactement là où l'on doit être. Papa, tu te souviens de ce que tu m'as dit ce Noël-là quand j'étais malade de la pneumonie? Tu m'as dit que parfois, les plus petits peuvent faire la plus grande différence. Marc sourit à ce souvenir. Je n'avais aucune idée que je parlais à quelqu'un qui allait prouver ce principe de manière aussi éclatante. Eh bien, dit Sophie, avec le sourire confiant de celle qui avait appris que la vérité, si minime ou inattendue soit sa source, restait toujours plus puissante que les mensonges les plus élaborés. Je crois que nous avons tous les deux appris que la famille ne se résume pas aux liens du sang ou aux documents légaux. Elle naît entre des personnes qui choisissent de croire l'une en l'autre et de se battre l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils regagnaient ensemble le Palais Bourbon, où une réception était organisée pour célébrer l'adoption de la loi portée par Sophie, Marc savait que leur histoire, commencée dans une salle d'audience lyonnaise sous le signe de la fraude et de la tromperie, était devenue quelque chose de bien plus profond. Un témoignage de la puissance de la vérité, de l'importance du courage et des liens indestructibles qui se forment lorsque deux êtres choisissent de bâtir une famille fondée sur l'amour, le respect et l'engagement partagé de rendre le monde un peu meilleur pour les enfants qui ont le plus besoin de protection. La vérité de la petite fille n'avait pas seulement sauvé un milliardaire de la ruine financière, elle avait créé un héritage de justice qui protégerait d'innombrables enfants pour des générations à venir.